Bonsoir à toutes et tous. Donc moi, je suis Stéphanie Brouillet. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis conseillère pour les musées à la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir en Pays de la Loire, en presqu'île de Guérande, et donc d'accueillir aussi Corinne Morel-Darleux. Donc vous êtes autrice, essayiste, chroniqueuse, militante. Vous avez eu une première partie de carrière qui était plutôt consultante pour de grandes entreprises, avant de bifurquer, avant que ça ne s'appelle comme ça. Donc je crois qu'on parlait pas encore de bifurcation quand vous avez vous-même bifurqué. Donc vous avez bifurqué, en choisissant l'engagement politique, d'abord en banlieue parisienne et puis après vous êtes, partie, dans les montagnes grenobloises. Oui, enfin plus oh là, pardon, moi c'est très fort. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, du côté de du cô enfin, je suis au pied du Vercors, mais côté drômois. D'accord. Donc au pied du Vercors et puis, donc vous êtes aujourd'hui installée au pied de ces montagnes et vous vous consacrez plutôt aux actions de militantisme et à l'écriture d'essais ou de fiction. Donc j'ai apporté votre dernier roman quand même, donc Chimère tropicale, qui est paru, en début d'année, c'est ça? Qui parle, qui nous emmène très, très loin, dans la jungle tropicale. Et puis, vous êtes aussi connue, notamment enfin vous avez eu un grand succès d'édition pour, ce petit essai, absolument, formidable qui s'appelle «Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce», qui a été suivi, aux mêmes éditions, Libertalia de 2 autres essais, tout aussi inspirants. Et donc, voilà, l'idée c'était, de partager un peu cette expérience pour nous inspirer. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, déjà pour commencer quelques mots sur votre parcours d'engagement? Oui, donc merci pour cette invitation qui me permet par ailleurs je vais pas faire comme si j'étais une spécialiste des écomusées et des musées de société, mais ça me permet aussi, de découvrir, voilà, j'ai vu là, le manifeste et puis cette, nouvelle brochure. On m'a dit, sur, les nouveaux récits des écomusées et musées de société, que je viens de parcourir et qui m'a beaucoup intéressée. Je pensais, y aller tranquillement, sur mes propos, mais je vois que, vous y allez franchement, donc je vais y aller franchement aussi ce soir. En tout cas, voilà, merci de cette invitation. Moi, sur mon parcours, voilà, vous venez de le dire, en très résumé, mais effectivement, moi, j'ai un parcours, on va dire de bon élève, c'est-à-dire, de, quelqu'un qui, s'est jamais, posé beaucoup de questions, tout au long de ses études, sur, les orientations successives puisque, à l'époque, voilà, il y avait, des chemins un peu tout tracés, pour, les personnes qui avaient des bonnes notes, en cours et en suivant ce chemin, je me suis retrouvée à faire une école supérieure de commerce, puis un doctorat britannique, un PhD et à l'issue de tout ça, j'étais pas complètement certaine, d'avoir, très envie d'aller travailler, dans le milieu, auquel, ça me prédestinait et donc il y a eu un petit peu d'errance, avec, la création, d'une, galerie d'art contemporain, à l'époque, j'étais encore à Paris, qui a pas duré très longtemps parce que c'était tout à fait passionnant, mais économiquement absolument désastreux comme activité. Donc assez rapidement, je suis revenue, dans «le droit chemin» entre guillemets, en tout cas celui, auquel m'avaient préparé mes études et effectivement, j'ai été pendant quelques années consultante auprès des grandes entreprises du CAC 40. Donc j'ai animé les séminaires de direction stratégique, de Total Pétrochimie, de Sanofi, de, Suez, de Renault, et cetera. Autant d'entreprises, que, j'ai, ensuite, affrontées, de l'autre côté, des barricades symboliques et au bout de quelques années, ce travail de consultante, a s'est mis à vraiment me questionner, à m'interroger, sur la question tout simplement de l'utilité sociale, de, ce à quoi je consacrais, le plus grand de mon temps et de mon énergie et j'ai donc démissionné effectivement pour, chercher du travail dans la fonction publique et donc là, je me suis occupée, pendant quelque temps des écoles de la ville des Lilas en Seine-Saint-Denis. Donc ça a été un changement, culturel total entre, les tours de la Défense, et les problèmes de cantine, et de périscolaire et puis après ça, j'ai quitté la région parisienne pour aller m'installer effectivement dans la Drôme. Donc ça, c'était il y a maintenant 17, 18 ans. Heu, je suis entrée en politique, j'ai été élue conseillère régionale, donc en Rhône-Alpes, puis en Auvergne-Rhône-Alpes après la fusion des régions. Donc j'ai fait 2 mandats.
Et puis, à l'issue, du second mandat, j'ai pas souhaité, me représenter. J'avais envie, de faire autre chose de ma vie et c'est à peu près le moment où je me suis mise à écrire puisque, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, mon premier livre est sorti en 2019 et depuis, j'ai, voilà, continué à écrire des essais, des romans et aussi des romans pour la jeunesse, à un rythme assez effréné qui, voilà, non, j'espère qu'il va se poursuivre. Et du coup, plutôt couler en beauté, que flotter sans grâce, c'est, votre première publication. C'est un grand succès, notamment ça arrive juste avant, la crise covid. Ça a eu beaucoup, beaucoup de succès dans le covid. Vous y vantez notamment, un principe, qui vous est cher, qui est, le refus de parvenir. Et du coup, c'est pas un peu paradoxal de connaître le succès, sur, un concept qui est le refus du succès? Alors c'est totalement paradoxal à tel point que la première fois que, je suis partie en rencontre en librairie avec, ce livre, j'ai eu un grand moment de solitude parce que j'ai tout d'un coup réalisé que, la rencontre allait se suivre d'une séance de dédicace. Et je me suis demandé comment j'allais gérer, la contradiction effectivement entre les propos du livre et le jeu de la dédicace. Bon qui finalement, s'est avéré être totalement autre chose que ce que j'imaginais, parce que c'est avant tout un temps de rencontre en fait interpersonnel et pas du tout un moment, de fan zone, qui mettrait une hiérarchie, en tout cas dans la manière dont moi je l'appréhende. Mais en fait, le refus de parvenir, tel qu'il a été formulé d'abord, au départ par, Albert Thierry, qui était un instituteur anarchiste au début du XXe siècle, et tel que moi ensuite je le reformule, au XXIe siècle, c'est pas le refus, de la réussite ou du succès, ou c'est même pas le refus, d'avoir, des ambitions. C'est, le refus que ça se fasse ça à tout prix et notamment, au prix, de la nuisance, de la toxicité pour d'autres que soi. C'est-à-dire, concrètement, c'est le fait de refuser de parvenir si parvenir suppose de, trahir sa classe sociale, de trahir ses engagements et ses idéaux, d'écraser, quelques mains, quelques têtes, de pousser, du coude et des épaules, donc voilà, c'est plutôt ça en fait, qui est, inclus dans cette notion, du refus de parvenir. Mais ma foi, si, en restant fidèle à ses principes et sans nuire à autrui, on trouve le succès, alors il est encore meilleur, je crois. Et c'est vrai que le succès, je pense, est dû aussi effectivement à tout ce que à ce que vous décrivez dans cet ouvrage qui est un ouvrage militant, mais avec, toujours, une justesse et votre point de vue, vous êtes un peu toujours sur la crête, Heu, ouais, sur, une ambition qui est, vraiment, vous la décrivez de façon très personnelle et qui est jamais dogmatique et c'est ce que je trouve, vraiment, très intéressant et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve aussi dans vos autres ouvrages puisque vous insistez sur votre ancrage au pied des montagnes, depuis 18 ans. Mais, vous vous baladez aussi beaucoup, vous allez en Inde, vous allez, en Amérique latine, vous plongez, sous la mer. Et donc, comment, voilà, vous gérez aussi cet ancrage et cet ailleurs en même temps? Oui, alors plonger sous la mer, c'était, effectivement, c'est mon dernier, récit chez Libertalia, qui s'appelle «Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes», où j'ai accompagné une expédition scientifique qui étudie la zone mésophotique, hein, qui est la zone qui est située entre 30 et 200 mètres de profondeur, sous la surface des océans. Et je me permets de préciser parce que, j'ai un rapport, comme beaucoup d'écologistes, et beaucoup de personnes qui se posent des questions en ce moment, un rapport au tourisme qui est évidemment, assez conflictuel. Et en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai fait, le choix, il y a maintenant, une grosse vingtaine d'années, de ne plus prendre l'avion, pour des vacances, ou, pour des motifs purement touristiques. Alors après, j'ai la chance d'avoir, eu des activités qui m'ont permis de voyager pour d'autres motifs. J'ai notamment, beaucoup voyagé, pour des questions politiques, hein, pour, aller, prêter main forte à, des organisations sœurs, dans un peu partout dans le monde, pour faire de l'observation internationale de procès politiques en Turquie, par exemple, ou, pour aller documenter, la situation en Syrie du Nord, où je me suis rendue à 3 reprises. Il se trouve que par le biais de mes travaux d'écriture, j'ai aussi donc été invitée effectivement en Inde, dans le cadre d'une, grosse délégation d'autrices et d'auteurs français, qui se rendaient à un festival international de littérature à New Delhi.
C'était une délégation assez importante qui était menée par Annie Ernaux, qui venait d'avoir, le prix, Nobel de littérature et donc en fait, toutes ces expériences à chaque fois, pour, voilà, moi, ma négociation avec moi-même, c'est, d'en revenir avec, des choses, partageables et d'en revenir avec des choses, qui, puissent, servir à, faire avancer la réflexion sur, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et où est-ce qu'on peut être utile? Voilà, j'ai cru comprendre que la question de la raison d'être, animait beaucoup, la Fédération des écomusées et musées de société. Bah, voilà, moi j'essaye en fait, à chaque fois de revenir avec, des réflexions, des considérations qui sont pas forcément des certitudes, qui peuvent être, aussi des questionnements. Je crois qu'on a beaucoup de questionnements, aujourd'hui et il faut l'accepter, de pas avoir réponse à tout. Mais en tout cas de revenir avec des choses qui puissent être utiles à la réflexion collective et à l'action collective. Voilà, ça a été le cas, par exemple, j'évoquais la Syrie du Nord. C'est un territoire, bien spécifique où je me suis rendue, qu'on appelle le Rojava, qui est, un territoire, qui s'est déclaré, de facto autonome du régime de Bachar el-Assad à l'époque, qui est aussi le territoire à majorité kurde, d'où, se sont, menés beaucoup, de combats contre Daesh, qui continuent à être en but, au conflit armé, notamment avec, des processus d'invasion de l'armée turque sur le territoire et moi, ce qui m'intéressait d'aller voir ce qui se passait au Rojava, c'était de voir, en fait, comment des personnes arrivaient à s'organiser collectivement sur un territoire qui était en situation de conflit armé, de pénurie d'électricité et d'eau potable, de guerre de l'eau, avec des barrages en amont qui rendaient, l'approvisionnement en eau, très compliqué, y compris pour des questions d'irrigation de culture. Voilà, comment est-ce que l'organisation collective était possible, en fait, dans ces conditions-là? Puisque, naturellement, ça ne me semble pas, du tout étranger. Heu d'abord aux situations qui sont vécues dans plein d'endroits du monde, mais potentiellement aussi aux situations que nous sommes amenés à vivre dans les semaines, mois, années, décennies à venir, avec, des risques de rupture d'approvisionnement, qui sont de plus en plus réels, ces risques-là. Donc, vos voyages et votre ancrage, on voit ce que ça amène en termes d'engagement et est-ce que ça a aussi, modifié votre rapport à la nature et au vivant, cette découverte et à la fois le quotidien, dans les montagnes et puis les voyages que vous pouvez entreprendre? Alors clairement, effectivement, moi quand j'ai quitté la région parisienne, quand j'ai quitté la ville en réalité, j'avais, déjà des convictions, sociales et environnementales, très importantes. Mais quand je me suis installée, dans la vallée de la Drôme, je me suis rendu compte à quel point ces convictions étaient, très cérébrales en fait. Ce qui n'est pas, un gros mot, hein, c'est important d'avoir un cerveau et de le faire fonctionner. Mais, tout d'un coup, en fait, toutes les intuitions que j'avais, toutes les réflexions que j'avais, tout ce que j'avais pu lire sur le sujet et qui m'avait forgé un certain nombre de convictions, à la fois sociales et environnementales, là, tout d'un coup, devenaient très concret, en fait. Parce que, en fait, tout d'un coup, j'habitais un lieu, un milieu de vie, dans lequel, il y avait vraiment 4 saisons et de manière visible, dans lequel on mangeait pas la même chose, l'hiver et l'été, dans lequel, la question de comment chauffer la maison était une vraie question parce qu'il y avait pas de chauffage collectif, parce que j'étais plus dans un appartement en immeuble, et où donc tout un tas de choses qui sont à la fois, du rapport au monde, c'est-à-dire, voilà, moi je suis pas en habitat isolé dans la montagne, mais je suis dans un village d'une centaine d'habitants, et la route s'arrête dans le village, sur les falaises du Vercors. Donc c'est, quand même, déjà un peu en retrait, en tout cas, de l'urbanisation. Autour de moi, il y a, à la fois encore une présence, anthropique, une présence humaine puisqu'il y a il y a des champs, il y a de l'élevage, il y a de la vigne, il y a des noyers. Mais très rapidement, en fait, on est dans la forêt, très rapidement, on est dans la montagne et très rapidement, on est, potentiellement sur, le territoire, d'une meute de loups, de sangliers, de renards, de chevreuils, de vautours et cetera et donc ça, évidemment, ça change complètement, la perception et alors ça n'a pas changé mes convictions, c'est plutôt, venu, les ancrer et les renforcer, mais ça a très certainement, affûté, en tout cas, une sensibilité
qu'il y ait une sensibilité qui passe pas que par l'intellect. Et ça, c'est peut-être, un des apprentissages les plus importants, de ce changement de milieu de vie. C'est, à quel point, quand les sens sont sollicités au service des idées, à quel point, ça vient vraiment, affecter, de manière différente et changer la perception et le rapport au monde, de manière, beaucoup plus impactante, beaucoup plus efficace et beaucoup plus même irréversible que quand on reste, uniquement sur le plan, conceptuel. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'a le plus marquée ces dernières années. Je pense que c'est quelque chose dont on est assez convaincu dans les musées. C'est vraiment, un point de convergence puisque effectivement les musées, on est beaucoup dans cette approche, bah, de l'objet, de la matérialité, de la sensorialité et il y a de plus en plus de questionnements sur les médiations, qui s'adressent à tous les sens et pas juste à l'intellect. Ah donc c'est vraiment intéressant je trouve, ce point de convergence et vous effectuez aussi, en tant qu'autrice, une autre navigation entre, la fiction, et les essais. Donc, là, j'ai cité, voilà, à la fois votre dernier roman et votre essai et c'est vraiment une navigation, j'emploie ce terme à dessein puisque vous parlez de navigateur dans, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce et parce que dans vos essais, vous répondez à des questionnements qu'auraient vos lecteurs de fiction. Donc moi, j'ai trouvé ça je vous ai lu, abondamment ces dernières semaines et donc il y a des questions que je me posais à l'issue d'un roman et j'ai eu des réponses, dans vos essais et j'ai trouvé ça, ce dialogue, des essais au roman, extrêmement agréable pour un lecteur qui se sent écouté et donc vous, comment vous vivez cette navigation et est-ce que vous avez des rôles que vous attribuez plutôt aux essais, plutôt aux romans? Comment vous répartissez entre ces 2 types d'écriture? Bah, d'abord, rien de tout ça n'était prémédité puisque, voilà, si on m'avait dit, en 2018, que je serais là ce soir à parler, de ces différents titres, j'en aurais été très surprise. Hem et sur le fait de naviguer comme ça entre, la fiction et la non-fiction, c'est pas non plus prémédité. C'est-à-dire que je me suis pas dit, dans une démarche rationnelle, et de recherche d'efficacité et d'impact politique, j'aurais tout à fait pu justement, comme je viens de vous le dire, me dire: «Bah, justement, il faut jouer sur les 2 cordes et donc je vais, à la fois écrire des essais sur, la partie, on va dire, un peu, théorique, de réflexion, d'idées, de concepts, de stratégies, d'action politique et puis écrire des romans pour apporter, la part, sensible, imaginaire, la part de récit et cetera. En réalité, ça s'est pas passé comme ça s'est passé, en fait, au départ, surtout parce que moi-même, en fait, à un moment donné et singulièrement, justement, pendant cette période que vous avez évoquée tout à l'heure, la période, voilà, de la pandémie, confinement, début de la guerre en Ukraine, mise à l'arrêt, de tout un tas de mouvements climat qui avaient commencé vraiment à se déployer, aggravation de la précarité sociale, de la détérioration des services publics. Il y a eu quand même là, voilà, une période de quelques mois, voire quelques années, qui a été, particulièrement démoralisante pour moi et pas que pour moi. Et en fait, moi, pendant cette période, je sentais bien qu'il y avait, une sorte de pression amicale, comme Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce avait très bien fonctionné pour, un 2e essai du même acabit. Mais en fait, j'avais pas du tout envie, de me saisir du réel à ce moment-là, quoi. Enfin, le réel était déjà tellement envahissant, tellement dystopique, on se le mangeait déjà tellement toute la journée que, en tant qu'autrice, j'avais pas, du tout le courage, en fait, en plus m'en emparer pour, le décrypter, pour, me poser des questions, ce que par ailleurs plein d'autres personnes ont très abondamment fait, pendant cette période, notamment, du confinement et en tant qu'autrice comme en tant que lectrice, en fait, moi, j'avais besoin, là, à ce moment-là, d'évasion, en fait. J'avais besoin d'imaginaire, j'avais besoin qu'on m'emmène, dans d'autres mondes, dans d'autres cultures, à d'autres époques, voire sur d'autres planètes, en tout cas, tout sauf, dans le réel. Et donc en fait, enfin voilà, j'ai découvert, je le dis dans «Alors nous irons trouver la beauté ailleurs», ce plaisir incroyable qui consiste à gambader, dans la prairie de la fiction, où tout d'un coup, en fait, tout est permis parce qu'un essai,
enfin, en tout cas, les essais que moi j'écris, demandent, beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Moi, quand j'écris, j'essaye de beaucoup anticiper, en fait, les contre-arguments, tout ce qu'on pourrait m'opposer, les objections, et d'être la plus sincère et la plus honnête possible dans la réflexion et dans la pensée que je déroule. Ce qui est un vrai travail et une vraie discipline. Tout d'un coup, en écrivant de la fiction, on peut faire n'importe quoi, en fait. On est même invité à inventer des choses. Et donc ça procure une liberté, absolument, formidable et assez, addictive, même si, depuis, je suis revenue aux essais. Mais en tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien de naviguer entre les 2. Et effectivement, les 2 se mêlent, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'en réalité, bah, c'est à chaque fois moi, et c'est pas une part différente de moi qui écrit les essais et qui écrit les romans. Et donc, il y a des motifs, qui reviennent dans les essais et dans les romans, qui sont communs aux 2 genres, qui sont par ailleurs des exercices qui, aujourd'hui, commencent à être, de plus en plus entremêlés. Et qui, en tout cas, moi, je fais le pari qu'ils vont l'être de plus en plus au fur et à mesure que, nos propres, pôles de stabilité et de certitude dans le réel se mettent à vaciller eux-mêmes. C'est-à-dire que, on est quand même entré dans une zone de turbulence, de trouble, d'incertitude, et moi, c'est précisément de turbulences, de troubles et d'incertitudes dont je me saisis effectivement dans mes romans. En tout cas, c'est ça que je vais explorer et qui m'intéresse en tant que matière romanesque. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que dans vos essais, notamment, par exemple, le dernier paru sur, votre expérience, dans les océans, vous évoquez l'importance de la science et des faits pour comprendre le vivant, pour le protéger, pour, le préserver et d'un côté, vous revendiquez aussi, la possibilité, de d'être un narrateur, malhonnête dans vos fictions, quelqu'un qui balade un peu le lecteur, vous revendiquez la part de fantastique dans la fiction, ce vacillement, sur on ne sait pas vraiment, ce qui est réel, ce qui l'est pas et donc voilà, vous revendiquez ça dans vos fictions, mais vous pensez quand même que la science est importante aussi, donc vous gérez ça un petit peu en aussi, en naviguant, quoi? Oui, mais alors, sur la question de la science, plus que jamais. C'est-à-dire qu'en fait, je fais partie, de ces nombreuses personnes qui, à un moment donné, d'abord ont pensé que, si la société n'évoluait pas plus rapidement et plus en profondeur, c'était, par, manque d'information. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était très difficile de faire parler de climat, de biodiversité, de limites planétaires, de phénomènes géophysiques. Clairement sur ce champ-là, on a avancé et on a pu constater que c'était pas uniquement un manque d'information. Et puis il y a eu, une 2e phase, hein, qui a été, la phase des nouveaux récits, de la bataille culturelle. De se dire: «Bon, bah, en fait, les informations, les faits scientifiques, aujourd'hui, on les a. Tout ça est très largement documenté, ils sont connus, ils sont, de plus en plus, communiqués au grand public», ce qui n'était pas du tout le cas, dans les années 70, par exemple. Donc ça, c'est acté d'une certaine manière. Et maintenant, on a besoin justement de venir percuter, la part sensible. Et donc, autour de ces faits scientifiques, ou en plus de ces faits scientifiques, d'apporter du sensible, du récit, de l'imaginaire, de créer, de l'affect, des attachements, en racontant, le vivant, pour reprendre, ce grand thème du vivant. Et donc, voilà, il y a eu et il y a encore toute une production, littéraire, que ce soit dans les essais ou dans les romans. En tout cas, il y a une vraie volonté de venir bousculer un peu, les imaginaires, de venir décentrer, cette espèce de construction sociale avec laquelle, on a grandi, de l'être humain étant au cœur de tout, et le reste du monde devant se plier, à sa volonté, et singulièrement à sa volonté de progrès. Donc voilà, il y a eu cet effort-là de fait. Et la raison pour laquelle moi je reviens aujourd'hui à la question de la science, hein, c'est que, j'ai l'impression que,
enfin, c'est pas une impression d'ailleurs, hein, c'est que, bah, en fait, le monde, il évolue au fur et à mesure que nous, on fait, des progrès dans le camp, du vivant, on va dire. Et là, les dernières évolutions du monde, c'est quand même le trumpisme, les fake news, l'intelligence artificielle, et la multiplication, des réseaux sociaux et de la logique, des algorithmes. Et que, évidemment, face à ça, la question de l'information et la question du fait scientifique, elles sont, extrêmement, malmenées. Que, voilà, ça devient de plus en plus compliqué, en fait, pour, tout un tas de personnes et notamment pour, des jeunes personnes, hein, qui n'ont pas connu, le monde d'avant, de se trouver, leur chemin dans cette abondance d'informations, de savoir décrypter, de savoir, identifier un fait scientifique, d'une opinion, d'un avis et cetera. Et c'est vrai que moi, il me semble là, aujourd'hui, qu'il y a vraiment, un enjeu absolument crucial à remettre, une grosse louche sur l'importance de la science, qui semblait acquise il y a quelques années, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, qui souffre aussi, des coupes budgétaires et de la réorientation des moyens publics. Et je crois que là, on a, plus que jamais, besoin, de faits scientifiques. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'imaginaire. Ça veut juste dire qu'on a besoin des 2 en fait. Et qu'on a besoin de trouver une manière justement de tisser, à la fois, les faits, l'imaginaire et l'action politique. C'est-à-dire vraiment l'organisation collective sur le terrain, pour, espérer voir advenir un changement, comme je le disais tout à l'heure, rapide et en profondeur de la société, si tant est que ce soit encore possible. Dans vos écrits, vous citez, vous citez des cinéastes, donc dans Chimère tropicale, c'est Herzog, hein, qui apparaît. Vous citez des romanciers, Jack London, Romain Gary, vous citez des navigateurs et plus rarement des artistes. Alors j'ai bien aimé quand même la référence au douanier Rousseau, qui est natif de Laval, au Pays de la Loire, je tiens à le dire, hem et qui est, fait partie de ces voyageurs immobiles, qui ont, dépeint, les tropiques sans jamais y mettre les pieds. Est-ce que, donc vous avez révélé avoir été, gestionnaire d'une galerie d'art, hein, donc l'art visuel, est pour vous aussi une source d'inspiration et comment? Alors effectivement, voilà, moi j'ai été, très très imprégnée, dans mes jeunes années, d'art contemporain. Je dois dire que, je sais pas si je dois m'en réjouir ou m'en attrister, mais en tout cas, au fur et à mesure que les années passent, je me suis beaucoup détournée de l'art contemporain pour retourner vers, le classicisme, heu enfin voilà, des formes plus, oui, plus classiques, notamment de peinture à l'huile et de peinture de montagne et cetera et cetera. En tout cas, les arts visuels, on va dire, ont jalonné effectivement, mon parcours. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est quand même pas mon domaine d'excellence, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis quand même plutôt orientée, vers, l'écrit que vers le visuel. Je suis très piètre observatrice. Quand de temps en temps, on arrive à me mettre une bande dessinée entre les mains, je me rends compte à la fin de la page, en général, que j'ai pas regardé les dessins, que j'ai lu que les textes. Donc j'ai quand même un tropisme plutôt vers les mots, que vers les images. Mais je suis entourée de personnes qui, elles, sont plutôt visuelles et qui, pour certaines, en ont fait leur métier et donc je suis quand même, effectivement très imprégnée de ça et voilà, par cette proximité et puis par, cette activité de galerie, et les amitiés qui en ont découlé, bah, je suis, voilà, beaucoup, entourée d'artistes et donc régulièrement en contact aussi avec, des musées d'art, et des œuvres d'art qui y sont, exposées. Est-ce que vous avez certains de ces musées que vous considérez comme des sources d'inspiration? Oui, enfin, en tout cas, source d'inspiration, je ne sais pas, mais voilà, je suis, particulièrement, fascinée, moi, en général, par les muséums d'histoire naturelle, celui de Nantes notamment, où, j'ai passé un peu de temps à l'occasion, d'un festival et où j'ai secrètement espéré, pendant un temps,
pouvoir, participer à cette collection que vous devez connaître qui s'appelle «Ma nuit au musée», où je me voyais très bien passer, une nuit, au milieu de tous ces animaux empaillés et j'étais très curieuse de savoir, ce qui aurait pu, en ressortir. Je relance, c'est une bouteille à la mer. Le musée de la chasse et de la nature à Paris aussi qui est très étonnant et bon voilà, je parle de fascination parce qu'il y a à la fois évidemment un truc, très malaisant à se retrouver face à tous ces animaux empaillés et au musée de la chasse et de la nature. Il y a quand même aussi, énormément, d'armes létales dans le musée et en même temps, je trouve que c'est, très intéressant de ce que ça dit aussi, de l'histoire, précisément, de la chasse, de la manière, dont elle a fait, partie, de la vie quotidienne et y compris, de questions de subsistance pendant tout un temps et à certaines époques et dans certains lieux. Voilà, tout ça m'intéresse. Après, par proximité géographique, j'ai un petit faible pour le musée de Grenoble, pour, le musée de Gap, voilà. Et j'ai découvert récemment, alors je ne sais pas s'il fait partie, de la fédération, le musée de Barcelonnette. Je sais pas s'il fait partie de la fédération, mais c'est un musée extraordinaire quand même, peut-être vous pouvez, Qui est un musée je sais pas si complètement incroyable. Alors Barcelonnette, c'est, ouais. donc, une ville, qui se situe dans les Alpes de Haute-Provence, si je C'est ne me ça, les Alpes trompe de pas, Haute-Provence, ouais. près de la vallée de l'Ubaye, dans un endroit pas très peuplé et bon, d'abord, déjà, la ville est magnifique et il se trouve que Barcelonnette, en fait, il y a un truc, qui est, très étrange, hein, c'est qu'il y a une antenne du consulat du Mexique dans cette toute petite ville paumée au milieu des Alpes et un festival, mexicain des morts et un restaurant mexicain et on se demande vraiment ce qu'est venu Les faire le Mexicains de Mexique Barcelonnette, ouais. à cet endroit-là et en fait, on se rend assez vite compte qu'il y a en plus un parcours de visite de la ville à travers, ce qu'on appelle les villas mexicaines. Les villas mexicaines, c'est pas du tout des haciendas, c'est des villas alpines, mais qui sont appelées mexicaines parce qu'en fait, elles ont été bâties, grâce à la fortune des habitants et habitantes de Barcelonnette qui sont partis tenter leur chance au Mexique à la fin du 19e siècle et qui, donc c'était, des personnes qui travaillaient plutôt dans le textile et qui étaient, des personnes, qui, à Barcelonnette et dans les départements alentours, étaient plutôt représentants en textile, souvent négociants et représentants en textile et quand les 1ers, c'était des frères, sont partis, ont émigré en Amérique du Sud et singulièrement au Mexique, en fait, ils ont fondé là-bas les grands magasins qui sont, des espèces d'équivalents, du Bon Marché, des Galeries Lafayette, ou à l'époque, des magasins de Zola dans Au Bonheur des Dames, mais au Mexique et en fait, ils et elles ont fait fortune là-bas et donc rapatrier l'argent comme ça s'est fait, pour, beaucoup de vagues d'émigration, rapatrier l'argent au pays pour construire donc ces magnifiques villas, dont certaines sont vraiment sublimes qui était, une manière, évidemment, à la fois de rapatrier l'argent, mais aussi, d'affirmer un certain statut social et une certaine réussite, professionnelle. Et donc bon, déjà cette histoire est, enfin, d'un point de vue romanesque, absolument, attirante et heu et donc comme je tournais beaucoup autour de Barcelonnette, pour, voilà, essayer de voir s'il y avait une histoire à raconter, sous la forme, fictionnelle, j'ai voulu aller au musée de Barcelonnette et là, en fait, ça a été la catastrophe parce que j'y ai passé 3 heures et qu'en 3 heures, je pense que j'avais parcouru à peu près un dixième des pièces. Et que donc j'ai essayé de prendre en photo, au pas de course, le reste des pièces, mais en fait, je pense que je vais être obligée d'y retourner parce que le musée de Barcelonnette documente la vie de l'époque, sur place et surtout ces émigrations, successives, donc avec, plein de documents d'époque, sur, la vie au Mexique, de ces grands magasins, des lettres, des échanges épistolaires, enfin voilà, plein de témoignages de cette époque, ici et là-bas et que, bah, en fait, on a l'impression, dans ce musée d'être plongé, dans un roman, quoi et que, on a envie, de suivre tous ces personnages, de savoir ce qui leur est arrivé, de lire leurs lettres, ouais, d'en savoir plus, quoi. Mmh.
C'est vrai que c'est un bon candidat pour la FEM, je pense, le musée de Barcelonnette. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va un peu à l'encontre de la ce musée et c'est un musée monde, en fait, qui, vraiment, est ancré à la fois sur la France, les Alpes-Maritimes et le Mexique, qui va un peu à l'encontre d'une certaine idée que peuvent avoir certains des musées, en zone rurale, qui seraient des musées de la ruralité exclusivement. Là, c'est un musée monde en zone rurale. C'est pas le seul d'ailleurs de la région, puisqu'il y a aussi, par exemple, on peut penser à Digne avec le musée Alexandra David Neil. Et c'est un musée très romanesque effectivement, parce que depuis qu'on en a parlé, j'ai repris, moi je connais bien le musée et il a déjà servi de enfin ce musée-là, enfin en tout cas la ville de Barcelonnette a servi d'inspiration à Aragon, dans, un ouvrage qui s'appelle Les Beaux Quartiers qui est le préquel, je sais pas si on peut dire ça à l'époque, mais le roman qui précède, Aurélien. Et donc on connaît, tous Aurélien et on connaît un peu moins les Beaux Quartiers et les Cloches de Bâle qui sont les 2. En fait, Aurélien s'inscrit dans un cycle romanesque très, très long et donc commence dans une petite ville qui s'appelle Seriane et qui est inspirée par Barcelonnette et donc il y a cette présence des Mexicains de Barcelonnette et donc quand vous m'avez dit que c'était une inspiration, romanesque, je pense que voilà, ça l'est pour, beaucoup de gens, y compris donc pour cet auteur du XXe siècle qui est Aragon, donc j'ai trouvé ça intéressant, c'est vraiment, une source, très très intéressante et vous avez, perçu donc cette inspiration à Barcelonnette, ça vous a inspiré. Est-ce que vous avez, perçu du coup une forme d'engagement dans ce musée ou dans les autres musées que vous avez visités? Est-ce que vous percevez de manière générale les musées comme des lieux, propices à l'engagement? Moi, je ne sais pas si je peux répondre à cette question parce que moi, je suis pas du tout une spécialiste des musées. Par contre, je vois assez bien, en tout cas les liens que ça peut faire avec, des sujets, que je maîtrise un petit peu plus. Enfin, j'étais frappée tout à l'heure, justement en feuilletant, cette brochure-là sur les nouveaux récits des écomusées et musées de société, à quel point ça faisait écho pour moi, par exemple, à, ce que, Ursula Le Guin appelle la fiction panier. Ursula Le Guin, c'était une autrice de science-fiction, mais pas uniquement. Elle a aussi écrit beaucoup de textes de non-fiction, d'essais, de réflexion. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle était fille d'anthropologue et que ça a probablement, enfin, c'est certain, énormément imprégné sa manière d'aborder l'écriture et de raconter les histoires. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle, hein, sur la fiction panier? C'est en fait, elle dit que pendant très longtemps, en fait, à chaque fois que, les humains, devaient raconter une histoire, voire raconter l'histoire avec un grand H, ce qui reste, hein, c'est, les hauts faits. C'est, les épopées. Elle remontait ça à la préhistoire sur, le fait que, quand, les hommes revenaient, de la chasse aux grands mammifères, de la préhistoire, ils avaient à raconter, des batailles épiques, des arcs, des flèches, des scènes de chasse, de dangers, de blessures éventuelles. Ils revenaient avec du gibier pour le collectif et cetera. Donc c'était haut en couleur, là où, les femmes, qui étaient plutôt sur, la cueillette, auraient eu du mal à, tenir leur public en haleine sur le fait de raconter, qu'elles avaient, cueilli des baies qu'elles avaient mis dans le panier, puis des baies qu'elles avaient mis dans le panier, puis des végétaux qu'elles avaient mis dans le panier et cetera. Et donc cette partie de l'histoire, hein, qui est très peu racontée et qui est très peu restée, dans les grands récits qui constituent aujourd'hui l'histoire avec un grand H, c'est ce qu'elle appelle la fiction panier. Et j'ai repensé à ça en feuilletant la brochure tout à l'heure et en voyant tous ces objets en fait, du quotidien, de la vie matérielle, qui sont des objets, qui sont, souvent dépréciés ou qui ont été dépréciés à l'époque où ils étaient encore utilisés. Et qui en fait, pour moi, sont les éléments de la fiction panier, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, sans ces objets-là et sans les baies et les végétaux et sans les paniers et sans, les femmes qui allaient à la cueillette, la subsistance aurait été, mise en péril. Et donc c'est tout aussi important que de mettre à l'honneur aussi ces objets ou ces processus, du quotidien et je crois que ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur, l'époque dans laquelle nous vivons et le futur qui arrive. C'est que, voilà, moi je suis, très impliquée par exemple dans une coopérative qui s'appelle l'Atelier Paysan. L'atelier paysan,
recense tout ce que les paysans bricolent dans le fond de leur, ferme et de leur grange pour, se bricoler eux-mêmes, des outils soit, en modifiant des outils déjà existants pour les rendre plus ergonomiques ou les adapter à leur, manière de cultiver, soit pour répondre à un besoin qui n'est pas couvert aujourd'hui par, le machinisme agricole, soit tout simplement pour ne pas s'endetter, plus et gagner en autonomie à la fois matérielle, mais en autonomie politique aussi parce que, ça donne lieu à, des séances de bidouilles collectives. Et donc l'atelier paysan recense toutes ces innovations, low-tech, en fait des plans qui sont mis en format libre, accessibles, par, tout un chacun sur internet et propose des formations aux paysans et parfois à des non-paysans pour, apprendre à travailler le métal et à construire soi-même, son four à pain, sa bineuse, et cetera. Ça m'a amusée d'ailleurs parce que je l'ai noté parce que je connaissais pas le terme, il y a une, des photos d'émoutures couchées dans la brochure et ça m'a vraiment fait marrer parce que c'est la première fois que je vois d'autres personnes allongées à plat ventre pour, réaliser un travail aujourd'hui et de fait, dans les outils de l'atelier paysan, il y a des outils notamment de désherbage qui consistent à s'allonger effectivement sur une planche pour, pouvoir, désherber sans se casser le dos. Voilà, je referme la parenthèse, mais en tout cas, Heu, pourquoi je dis ça? Parce que, c'est, une manière de se réapproprier, en fait, des objets du quotidien, des moyens de subsistance, des aspects de, la vie matérielle qui, aujourd'hui, ont été, en très grande partie, de plus en plus délégués, soit à l'industrie et à des très gros complexes industriels. Le machinisme agricole en est un, mais c'est le cas aussi, dans le domaine automobile, hein, où vous savez que maintenant, si vous n'avez pas la petite mallette électronique, vous pouvez plus aller fourrager dans le moteur et changer ce qui doit l'être, hein. Donc à l'industrie et à des très gros complexes industriels, mais délégués également au numérique. Puisque aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications et alors je ne parle même pas de l'intelligence artificielle qui viennent, hem, nous nous apporter l'illusion de savoir, heu, disponible à tout moment sur demande. C'est le cas d'ailleurs aussi, en matière agricole, où on a aujourd'hui de plus en plus, à la fois, des tracteurs qui sont guidés, par GPS et par satellite, des tracteurs autonomes en quelque sorte, mais aussi des applications qui disent aux agriculteurs à quel moment aller mettre quel type de produit sur quelle parcelle. Et en fait, ce qui est très inquiétant avec ça, et on le constate tous les jours, c'est que, on assiste à une déprise de savoir. C'est-à-dire qu'un certain nombre de savoir, faire, de savoirs techniques, de savoirs artisanaux, qui sont, des savoirs, de base, indispensables à une vie bonne, sont perdus de plus en plus. Il y a de moins en moins, en plus, de transmission intergénérationnelle et donc face à ça, il y a un vrai enjeu de se réapproprier ces savoirs. C'est ce qui se fait alors je parlais là de l'atelier paysan, mais il y a aussi, ce qu'on appelle les chantiers reprises de savoir, qui s'attachent à réapprendre, à organiser, ça se fait dans certains départements, par exemple, à réorganiser une filière laine enfin voilà, de l'animal, jusqu'aux produits, finis, des choses comme ça et dans ce cadre-là, bah, très clairement, en fait, tout ce que je vois moi des adhérents, de la FEMS s'inscrivent dans ce cadre-là. Complètement, ouais. C'était une question que je voulais vous poser après sur la transmission des gestes et on va peut-être y revenir, un petit peu plus loin parce qu'effectivement, il y a des choses qui se font, y compris sur le territoire, sur la filière laine et cetera. Moi, je voulais revenir un tout petit peu à ce que vous dites. Alors, je suis archi fan de la définition de fiction panier. Ce sont mes fictions préférées au grand désarroi de mes enfants qui ne comprennent pas pourquoi on regarde sans arrêt des films où il ne se passe rien. Je j'adore ce concept que j'avais découvert, aux Utopiales à Nantes il y a 2 ans, lors d'un débat, sur la science-fiction. Comment, heu, rédiger de la fiction aujourd'hui? Est-ce qu'on doit s'inscrire dans la fiction lance ou dans la fiction panier? Et il y a lors de ce débat, ils avaient évoqué et je trouve très intéressant sur ce en lien aussi avec cette brochure sur les nouveaux récits, l'importance du récit au-delà de la conservation des artefacts, l'importance de la construction du récit dans l'appropriation et dans ce qu'on va en faire et il y avait un exemple qui avait été, fourni qui était, je trouve intéressant, c'est celui d'un film canadien qui s'appelle Premier contact, hein,
où il y a des extraterrestres qui débarquent sur Terre et chaque un peu à différents endroits de la Terre et chacune des équipes, locales essaie de communiquer avec les extraterrestres et les Chinois choisissent de communiquer avec eux avec un jeu d'échecs et les Nord-américains choisissent de communiquer avec eux d'une façon beaucoup plus, souple et en fait, comme, les Chinois ont communiqué avec les extraterrestres avec un jeu d'échecs, ils ont inscrit le récit et le dialogue dans un jeu de confrontation. Qui ne peut que mal tourner du coup, puisqu'ils sont sur un jeu d'échecs et donc il y a forcément un gagnant et un perdant. Alors que les Nord-américains qui ont inscrit la collaboration dans un contexte beaucoup plus souple de, sans dans un récit qui est celui de la fiction panier, de progresser pas à pas, plutôt que de poser de but en blanc la question: «Pourquoi êtes-vous là?», d'essayer de comprendre, déjà, quelques mots de leur langage et ben, ils sont dans un mode beaucoup plus collaboratif. Et c'est vrai que ce que vous décrivez sur, c'est important de conserver les artefacts, mais c'est aussi important d'avoir un récit qui, va orienter vers, la transmission, le respect, et de qui soit pas un récit un peu linéaire du progrès technique ou un récit un peu linéaire voilà, on faisait comme ça avant et aujourd'hui on fait comme ça et c'est les artefacts sont importants et le récit aussi et je pense que c'est aussi, quelque chose sur lesquels on réfléchit au sein de la FEMS et que vous traitez aussi un peu dans vos écrits avec des nouveaux modes de récit qui se percutent un petit peu donc je trouve que enfin voilà, je suis très contente que vous ayez cité les fictions pénibles et du coup, je reviens sur, la transmission des gestes et des savoir-faire. Vous avez, dit voilà l'importance que ça avait et c'est vrai que donc c'est des questions qui agitent, beaucoup les musées aujourd'hui. Est-ce que vous avez cité 2 autres acteurs, voilà, est-ce que vous voyez, un petit peu des modes de collaboration avec d'autres acteurs qui pourraient, intervenir avec et pour les musées et pour le public des musées? Comment vous voyez la collaboration qui pourrait se faire entre, bah, je sais pas, l'atelier paysan et les musées, de votre territoire ou d'autres musées ou les musées que vous avez en face de vous? Je ça demanderait d'y réfléchir et d'y travailler ensemble, mais là, je voyais, par exemple, la question, des décollections, heu j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a 15 ans, plein de personnes qui pourraient être intéressées, sur le fait, de récupérer, en fait, un certain nombre d'objets et de réfléchir à de nouveaux usages. Ou de réfléchir à comment revenir à des usages anciens sans pour autant être, dans une démarche, réactionnaire, en fait. Voilà, à ce titre-là, moi, je cite, souvent, les tenants du romantisme révolutionnaire, Michael Lowy et Walter Benjamin qui parlaient du romantisme révolutionnaire comme, étant un état nostalgique, mais non pas réactionnaire, souhaitant un retour vers le passé, mais plutôt comme une manière d'envisager le futur en faisant un détour par le passé, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, comme mode d'approche. Et du coup, ça m'amène à me dire que, des collaborations avec, des anthropologues, avec, des sociologues, mais aussi avec, des romanciers et des romancières, hein, pour voir justement comment ce détour par le passé peut nous aider à envisager le futur, me paraîtrait, moi, vraiment, potentiellement très fécond et très fructueux. Cette idée-là, j'en parle dans «Alors nous irons trouver la beauté ailleurs» parce que, justement quand j'étais en Inde, j'ai sauté un peu en mode sauvage dans un mini-car qui partait avec, toute une équipe de chercheurs, une équipe franco-indienne de chercheurs où il y avait à la fois, des sociologues, des anthropologues, mais aussi des agronomes, des géologues et cetera qui partaient dans une zone hyper intéressante du centre de l'Inde qui s'appelle les Javadou Hills, qui est, une zone, qui est restée, coupée, de l'ère moderne jusqu'à il y a encore tout récemment. Il n'y avait pas de route goudronnée, pour s'y rendre et cetera et qui est donc un lieu qui a été, préservé, des avatars de la modernité, où, les personnes, vivent encore sur, de l'agriculture de subsistance, c'est-à-dire une agriculture, diversifiée, vivrière, destinée à nourrir les gens sur place et non pas à exporter, des denrées qui vont être consommées à l'autre bout du monde. Hem
voilà, en tout cas, voilà, tout un système et en fait, j'ai eu, à la fois, la chance et le désagrément de passer quelques jours dans cet endroit au moment, de sa bascule, en fait. C'est-à-dire au moment où arrivaient les premiers ordiphones, les premiers entrepreneurs agricoles qui arrivent avec, les semences, les engrais et l'engagement à acheter la récolte, et notamment sur des produits qui n'avaient jamais été cultivés, dans cette zone-là, notamment des cornichons parce que ça faisait pas partie, en fait, des cultures locales, mais des cornichons destinés là aussi à l'exportation, notamment vers l'Europe. Donc à vraiment ce moment de bascule et quand j'étais là-bas, ce qui m'a frappée, en fait, c'est, de me dire tout d'un coup: «Mais en fait, là, ce à quoi je suis en train d'assister, c'est peut-être pas une espèce de résurgence du passé, de modes de vie, ancestraux et cetera. C'est peut-être au contraire, heu, une sorte de prémonition, en fait, d'un de nos futurs possibles». C'est-à-dire qu'un de nos futurs possibles, c'est le retour effectivement à une agriculture, de subsistance, à une économie relocalisée et cetera, avec, des moyens de transport et de communication, complètement, revisités par rapport à la facilité avec laquelle on se déplace aujourd'hui et évidemment, ça change tout en fait. De se dire: «J'assiste à une résurgence du passé» ou «J'assiste à, une prémonition d'un de nos futurs possibles», ça change complètement le regard, qu'on peut porter sur un lieu et sur la manière dont, une société s'y organise, y compris d'ailleurs dans son rapport avec le vivant et voilà, et du coup, je me dis: «Voilà, il y a peut-être là des choses en termes d'interdisciplinarité, mais qui ben, je vois que c'est déjà beaucoup ce que vous faites, hein, je vois qu'il y a, des travaux ou en tout cas des réflexions qui sont menées avec, des historiens, de la technique, avec, des anthropologues, avec, des naturalistes et cetera et je pense moi vraiment que, voilà, en rajoutant juste la part, de littérature et de fiction, et de récits et d'imaginaire, on a là, tous les ingrédients, pour, essayer de faire en sorte que, le prochain, musée de société, qui ouvre et qui soit vraiment ancré dans le passé, soit, le musée du plastique, quoi. Il y a déjà Ah Il y mince. a déjà il y a déjà un musée plastique. ce qu'il raconte, ça, c'est un vrai sujet. Le musée du plastique, tu as raison? Ah oui, Yona. Ah oui, Yona. Alors à Oyonnax, je doute que ce soit très critique. Voilà. Oui, c'est un sujet aussi parce que, on a sur voilà, la façon dont les musées se construisent et se conçoivent. Nous avons dans la région un musée du lait, en Mayenne, qui est un musée, Lactalis, en fait. Par et pour Lactalis, et effectivement, c'est pas le même récit. On revient un peu à la question des récits. C'est pas tout à fait le même récit que, celui qu'on pourrait trouver, un peu plus loin vers l'ouest à l'écomusée de la Bintinée, sur l'agriculture et sur, ce qu'on fait aujourd'hui pour demain. Donc c'est vrai que, il faut voir aussi de quel musée on parle et comment on construit ces récits. Oui et comment, parce que c'est pas le même récit et en même temps, je pense que parfois les outils sont les mêmes, hein. C'est-à-dire qu'en fait, je doute que Lactalis, dans son musée du lait, montre, la réalité de l'envers du décor de la production, de lait par Lactalis. Et donc j'imagine que Lactalis, comme dans toutes ses communications et comme la plupart de ces grandes entreprises, va, nous montrer enfin, vous voyez bien les publicités, autour, des produits laitiers. En général, on a une jolie laitière, blonde comme les blés, avec, son petit tabouret en bois et son seau, qui va, traire la vache. Enfin, je veux dire, on est, à des années-lumière de la réalité, de l'industrie agroalimentaire. Mais n'empêche que, les images, les imaginaires qui sont convoqués sont les mêmes et donc il y a quand même aussi, voilà, une bataille culturelle à mener, en fait. Au sens de, voilà, qui mobilise, en fait, qui mobilise ces récits, qui mobilise ces imaginaires et au service de quel type, d'activité et avec quel type d'impact, sur ce qui permet ce qui permet même à ces images d'exister encore.
C'est-à-dire quel impact sur le vivant, sur les troupeaux, sur les vaches et sur les champs, quoi. Et sur, les femmes qui vont traire les vaches, par ailleurs. Donc toutes ces images qui sont convoquées, c'est, précisément, en général, ce qui est justement, détérioré, détruit, précisément par, les industries qui les convoquent. Et donc il y a là un travail, il me semble, de déconstruction et de décryptage à mener. Et le fait que, ce soit, enfin voilà, le même type d'imaginaire, d'artefacts et cetera qui soient mobilisés, fait qu'il y a probablement, voilà, je c'est une intuition, mais un rôle à jouer effectivement, du côté, des détentrices et détenteurs, de la réalité de ces artefacts et de ce qu'ils représentaient ou ce qu'ils représentent ou ce qu'ils représenteront dans la vie matérielle. Il y a aussi un jeu, c'est ce qu'on revient un peu à la science, opposer le fait à un imaginaire un peu, transformé. Alors il n'y a pas que des laitières, dans le musée Lactalis, il y a aussi, des vaches, dont on représente un lieu de vie idéal. Évidemment, elles ont toutes chacune, 10 hectares et elles sont heureuses. Ce qui évidemment est très, très loin de la réalité. La Mayenne, c'est je crois que c'est le seul département de France où il y a plus de vaches que d'habitants. Heu et la Bretagne, a le super record, tous les départements bretons ont plus de porcs et de poulets que d'habitants. C'est voilà, donc c'est des statistiques intéressantes, je trouve. Mais c'est vrai que ça dit beaucoup l voilà, la responsabilité des musées notamment du réseau, sur, sur cette construction des récits, sur la valorisation des artefacts, sur la valorisation du fait. Et on a bien compris aussi que, dans la construction des nouveaux récits, un regard, d'une autrice pourrait être intéressant. Donc, voilà, on lance l'invitation, si vous voulez faire une résidence, être enfermé la nuit au musée. Alors le muséum d'histoire naturelle de Nantes, ce sera malheureusement pas possible parce qu'il a fermé ses portes en novembre dernier pour une grande rénovation, dont nous parlera sans doute, Philippe Guillet, demain puisqu'il sera présent pour une table ronde. Et c'est une grande rénovation qui s'intéresse aussi beaucoup du coup aux nouveaux récits. Comment est-ce qu'on fait récit co on propose, de nouveaux récits sur, notamment, le rapport de l'homme au vivant donc avec, beaucoup de notions qui sont un peu rebattues. Et donc en tout cas, voilà, on lance une invitation aux membres du réseau, sur, une résidence d'écrivaine dans vos établissements. Peut-être plutôt quand même vers la Drôme, mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas en Bretagne aussi si vous voulez. Voilà. Et je pense qu'on va passer aux questions si vous voulez bien. Donc est-ce qu'il y a des questions, dans la salle? Je sais pas si c'est à moi de faire passer le micro? Ouais? Ça va me faire marcher. Bonjour, je m'appelle Christelle Belot, je travaille pour un parc naturel régional et je ne gère pas de musée, mais une maison de parc. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé des faits scientifiques tout à l'heure, euh, du fait qu'on n'a jamais eu autant de possibilités d'accéder à l'information qu'aujourd'hui. Elle est tellement dense que du coup on ne s'y retrouve pas forcément, en tout cas que nos publics ne s'y retrouvent pas forcément, et du coup effectivement on n'a jamais eu autant on n'a jamais autant malmené les faits scientifiques aussi. Du coup, tout ce qu'on peut publier est souvent automatiquement critiqué. Et je me demandais, quand on parlait d'imaginaire, du coup, euh, comment utiliser l'imaginaire pour arriver à conforter en fait le fait scientifique. Parce que du coup, on invite encore un autre récit, en plus d'un fait soit mathématique, soit expérimental, laboratoire, etc. Et du coup, comment l'imaginaire trouve aussi sa place? Est-ce que ça, parfois, c'est pas aussi euh, compliqué, en fait, que de... Ouais. Comment contrer le détracteur, peut-être, et comment l'imaginaire s'y inscrit? Merci. J'évoquais tout à l'heure donc ce mois où j'ai accompagné une expédition scientifique et dont j'ai tiré un récit. C'était un peu leur demande au départ, c'est-à-dire de dire
Voilà, nous, on organise des expéditions scientifiques, on a des plongeurs, des plongeuses, on travaille avec, des chercheurs et des chercheuses du CNRS. Mais, en fait, la zone mésophotique entre 30 et 200 mètres de profondeur sous la surface de la mer, ça n'intéresse pas grand monde, y compris d'ailleurs du côté, des politiques publiques et de conservation marine parce que, voilà, il y a cette espèce de manière d'appréhender l'océan comme si c'était que en 2 dimensions et donc, on reste souvent à la surface, dans tout enfin vraiment, au figuré comme au littéral et il y avait cette envie, de se dire: «Bah, voilà, comment est-ce qu'on vient mettre du sensible, du récit sur des faits scientifiques pour rendre visible l'invisible, pour toucher éventuellement d'autres publics?» Et là, ce qui était hyper intéressant dans ce cas-là, pour moi, c'est que, ce que les chercheuses et chercheurs donc ça s'appelle Under the Pole, ce qu'ils étudient, c'est, ce qu'ils appellent les forêts animales marines. Et pourquoi forêt animale marine? Parce qu'en fait, ils étudient dans cette zone mésophotique des populations, en fait, de coraux. Donc là où on était, c'était des gorgones et des coraux noirs qui, à un certain niveau de densité, forment une forêt, au sens vraiment de l'écosystème et donc remplissent les fonctions écosystémiques d'une forêt. C'est-à-dire que, c'est, des densités de population qui vont faire que tout d'un coup, une sorte de microclimat va être créé, que le courant, va être modifié et que donc au sein de cette forêt sous-marine, bah, des pouponnières vont se mettre en place parce que des espèces de mollusques, de crustacés, de poissons vont pouvoir y grandir et s'y développer avant d'aller affronter, le vaste monde, en dehors de la forêt. Alors pourquoi animal? Parce que les coraux sont des animaux et non pas, des végétaux et donc toutes leurs recherches portent là-dessus et pour moi, en tant qu'autrice, ça c'était génial parce que tout d'un coup je pouvais, jouer sur l'analogie avec, les forêts végétales terrestres, et donc quelque chose qu'on connaît beaucoup mieux. Et donc dans le récit que j'en ai tiré, q donc du fond des océans, les montagnes sont plus grandes. À la fois, je prends bien garde de rappeler en quoi ces forêts animales marines ne sont pas des forêts. Par exemple, ce ne sont pas des forêts qui stockent du carbone. Cette fonction-là de la forêt n'est pas remplie par les forêts animales marines et c'est important de le dire. Par contre, bah, tout d'un coup, de pouvoir, parler, de chalutage profond, par exemple, en faisant l'analogie d'imaginer ce que ce serait si, en fait, tout d'un coup, du ciel nous tombaient de gigantesques filets métalliques qui venaient racler les montagnes, les lits des rivières, les forêts, végétales terrestres et les maisons et l'habitat et cetera. Bah, ça donne une force, en fait, différente au récit et ça rend visible l'invisible par l'analogie. Et donc, parfois, quand on parle d'imaginaire, c'est pas forcément, des choses, totalement inventées. Ça peut être, enfin voilà, on a plein d'outils qu'on peut aller, activer selon les cas et selon les cas, certains vont être plus efficaces que d'autres. Mais là, en tout cas, moi, j'ai beaucoup tiré, en fait, cette analogie, avec, la forêt. Mais, à un moment, enfin voilà, je parle aussi, des ancêtres communs entre, les poissons et les êtres humains. En fait, je cherche tout ce qui peut créer de l'attachement, de l'incarnation, de l'empathie, tout ce qui, crée du lien, en fait. Et en réalité, c'est de ça dont on parle beaucoup. C'est, comment est-ce qu'on crée du lien et de l'attachement? Et comment on le fait sans, passer, par-dessus bord les faits scientifiques? Et donc il y a là voilà, un tricotage à faire, qui est plus ou moins facile selon les sujets. Mais moi, je suis absolument persuadée que quel que soit le sujet, il y a un chemin possible pour le faire. Parce qu'en réalité, quel que soit le sujet dont on parle aujourd'hui, il est relié aux êtres humains. Enfin, je veux dire, notre emprise est telle qu'il n'y a pas un sujet aujourd'hui qui nous échappe. Et puis, on est tellement imbriqués nous-mêmes
dans les conditions d'habitabilité de la planète, qu'il n'y a pas un seul sujet dont on puisse dire qu'il ne nous concerne pas. Donc il y a toujours moyen de trouver une manière, pour moi, de relier des faits scientifiques à des affects. Et parfois, ça va passer par l'imagination et parfois, ça va passer par la poésie, par d'autres biais. Oui, pardon. Au-delà, moi je trouve que Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, quand vous revendiquez cette posture de l'autrice de fiction comme narrateur, qui serait, pas très honnête, hein, vous dites que c'est aussi pour, développer l'esprit critique de vos lecteurs et je trouve que moi j'ai trouvé cette posture super intéressante parce qu'au-delà du fait scientifique en fait, ce que vous encouragez, c'est la démarche scientifique, c'est-à-dire que ce que vous encouragez chez vos lecteurs, c'est aussi, bah, de réfléchir à ce qui lui est proposé, dans la fiction ou dans le récit, de, voilà, vous traitez le fait scientifique aussi, ce que je trouve vraiment très réussi d'ailleurs aussi avec ces analogies et cetera, mais dans votre fiction, vous avez aussi cet encouragement à la démarche scientifique. Oui, peut-être, effectivement. Alors, je parle de narratrice non fiable parce qu'il se trouve que c'était par rapport à mon précédent roman qui s'appelle La Sauvagière. Et j'ai découvert après coup qu'il existait une figure littéraire reconnue, officielle, de narrateur, narratrice non fiable. Et j'étais hyper contente de tomber dessus parce que ça correspondait très bien à la narratrice de La Sauvagière, qui est effectivement pas du tout fiable, mais qui est pas du tout fiable parce que elle est dans un état de conscience altéré, parce qu'elle est en phase de convalescence, en phase de trouble, parce que tous les repères du réel vacillent autour d'elle. Et donc, elle est pas fiable, elle est pas non fiable par malhonnêteté ou par intention de nuire ou d'induire en erreur. Elle n'est pas fiable parce que le monde autour d'elle ne l'est pas. Et ça, je trouve ça intéressant par rapport à ce que ça nous dit de nous-mêmes et de notre position aujourd'hui dans une époque qui est pour le moins trouble et peu fiable. Euh, donc voilà, ça m'intéressait effectivement d'explorer ça. Après, moi, j'essaye en tout cas d'être toujours assez claire avec les lectrices et les lecteurs sur ce qui relève de la fiction et ce qui relève du fait scientifique. C'est-à-dire que, voilà, quand on est dans un roman, on est dans un roman. Quand on est dans un récit ou dans un essai, on est dans un récit et dans un essai. Et si c'est pas clair, j'essaye de toujours le préciser pour pas rajouter du trouble au trouble. Il y en a suffisamment comme ça. Et sur ce qui est de la démarche scientifique, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse depuis le début, et c'était déjà le cas dans Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, c'est pas d'asséner des certitudes et des vérités immuables, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que collectivement, on se pose les bonnes questions. Et évidemment qu'on essaye de s'organiser pour trouver les bonnes réponses, mais déjà qu'on se pose les bonnes questions. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans ce qui est audible, les questions qui sont posées sont quand même très souvent complètement à côté de la plaque, en fait. Enfin, les questions qui sont posées aujourd'hui dans le débat public me paraissent vraiment très souvent passer à côté de l'essentiel et en fait être du divertissement au sens, là encore, littéral du terme, c'est-à-dire des choses qui nous divertissent des enjeux réels ou qui font semblant de nous donner la possibilité entre du pire et du moins pire, quoi. Euh, voilà, donc oui, se poser les bonnes questions. Je ne sais pas si c'est de la démarche scientifique, mais en tout cas, si ça l'est, alors je suis d'accord. Merci beaucoup. Dans tout ce que vous avez, j'ai dû relire les notes que je prenais au fur et à mesure que vous les entendez, l'une et l'autre d'ailleurs, mais surtout vous, euh, parce qu'il y a des choses qui m'interpellaient au fil des échanges ou de vos propos. Et là, il y a quelque chose qui me semble, enfin, qui m'a semblé, pas pour tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, en tout cas, qui moi m'a touché sur la question du passé et de l'avenir. Enfin, sur on parle de récit, mais si nous, dans les musées, on est un peu appelé à être, enfin, on parle beaucoup de récits, mais c'est souvent sur un récit historique, même si beaucoup de musées ont une approche plus anthropologique, ou souvent, moi je suis plutôt historien de formation, et quand j'entends parfois les anthropologues parler, je me pose la question de quand ils parlent, depuis quand, à partir de quand. Bon. Mais surtout, cette question de la puissance de l'imaginaire, du récit linéaire, de l'avenir, enfin, de la modernité, c'est-à-dire que les temps meilleurs,
Et inversement, la contradiction apportée aux récits écologiques, enfin récits qui sont à l'idée écologique, qui est immanquablement renvoyée à un retour au passé, stigmatisé comme étant négatif, les Amish, enfin, on entend toujours ce genre de discours. Et ce qui est et en fait, ce qui est troublant, je trouve, pour les musées en particulier, qui paraît une sorte de paradoxe, qui rejoint ce que vous avez évoqué à propos de l'imaginaire publicitaire marketing, qui fait appel à des images anciennes pour, dans une perspective, tout en tenant un discours qui se veut moderne. Les musées, presque en creux ou en miroir inversé, se trouvent pris un peu dans cette logique-là. On se voudrait moderne, mais on conserve des choses qui sont principalement considérées d'abord comme des phrases du passé. Et on voudrait aujourd'hui vouloir construire des récits qui permettent de créer du lien, d'imaginer d'autres avenirs. Alors, et le détour par le passé, je pense, c'est un stimulant. C'est-à-dire que c'est un détour, c'est pas un retour. Ouais. Donc déjà ça, je trouve ça assez aidant pour continuer à réfléchir. Et en fait, c'est pas une question, hein, je médite en vous ayant écouté. Mais oui, hein, ouais, voilà, je vais m'arrêter là. Non, mais en tout cas, je trouve ça vraiment, en même temps, ça commence à apporter le début de réponse, je trouve, à quelque chose qui pourrait ressembler à un piège pour les musées. C'est-à-dire en vouloir valoriser des artefacts, comme vous disiez tout à l'heure, des artefacts qui sont en premier regard, d'abord des évocations d'un passé. Et il y a aussi, et le paradoxe vient aussi du fait que les personnes avec qui on s'adresse, et on en fait partie aussi sans doute, peuvent avoir un moment des bouffées de nostalgie du passé face à la peur de cet avenir complètement incertain où on vient se réfugier vers le passé. Et ce qui renvoie aussi, je ne sais plus quelle culture, j'ai oublié de quelle culture on parlait, à une vision, moi j'imagine l'avenir est devant nous et le passé derrière nous. Le passé, c'est ce qui s'est passé, l'avenir est devant nous. Et il y a une culture dont on m'avait dit un jour qu'elle voyait les choses exactement dans le sens inverse. L'avenir est derrière nous, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc c'est derrière nous, ça va nous tomber dessus, c'est dans notre dos. Par contre, le passé, il est devant nous, puisqu'on l'a connu, on le regarde, on le connaît, on peut le connaître, on peut chercher à le connaître, parce qu'on en a des traces, il est devant nous. Et en fait, cette inversion qui est de l'ordre de l'imaginaire, en fait, simplement, je trouve ça intéressant d'essayer de fonctionner, enfin de le prouver par l'exemple dans tout ce qu'on peut faire dans un musée, par exemple. Sur cette, enfin, effectivement, sur la question de la vision du temps et sur ce rapport très linéaire au temps par rapport à d'autres cultures qui peuvent avoir une représentation du temps très différente. Moi, je suis pas du tout spécialiste de ce sujet, mais je pense que, enfin, mais il y a des choses très intéressantes. Et Ursula Le Guin en parle aussi, notamment par rapport à une culture amérindienne, et c'est peut-être celle-là à laquelle vous faites référence. En tout cas, moi, je sais que j'en ai vraiment conservé un, un petit exercice de pensée, mais qui je pense peut nous entraîner plus loin que l'amusement, en fait, que j'utilise dans un de mes romans qui s'appelle Là où le feu et l'ours. C'est un exercice, ne serait-ce que de changer la manière dont on date les événements. Et dans Là où le feu et l'ours, en fait, la communauté à laquelle je m'intéresse date à partir du moment présent. Et donc, en fait, aujourd'hui, enfin, cette année, on serait non pas en 2026, mais en l'année zéro. Et donc, tout ce qui a eu lieu avant serait daté en -1, -5, -15, -150. Et tout ce qui est à venir serait daté en +1, +5, +50, etc. Ce qui est une manière complètement différente, là encore, hein, d'envisager le rapport au temps, mais qui ne vient pas répondre à cette question de comment est-ce qu'on fait pour éviter d'être des... Je le reformule, hein, mais des vitrines figées du passé, complètement, du coup, assimilables, voire récupérables par les mouvements les plus réactionnaires. Parce qu'il y a quand même, enfin, moi j'entends en tout cas ce risque-là dans ce que vous dites. Et je pense que là, il y a effectivement un vrai enjeu, mais sur lequel on commence à avoir, plus de munitions qu'on en avait il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que le fait aujourd'hui qu'il y ait, tout un mouvement, notamment dans les milieux écoféministes, sur la question de la subsistance,
qu'il y ait, des économistes, très sérieux qui travaillent sur la question de la décroissance, qu'il y ait, des journalistes, hein, qui, en ce moment même, fassent, hein, des papiers de fond sur notre dépendance à des ressources énergétiques, hein, qui sont importées par le détroit d'Ormuz. Qu'on ait de plus en plus de documentation sur des risques de rupture d'approvisionnement pour, des raisons, de conflits armés, mais pas seulement, aussi pour des raisons de surcharge des réseaux et notamment avec, le recours à l'intelligence artificielle qui demande beaucoup plus d'énergie qu'une requête, Google, comme on le faisait jusqu'ici, par exemple. Tout ça fait que des scénarios du futur où on aurait besoin de faire mieux avec moins deviennent non seulement de plus en plus, plausibles, mais de plus en plus envisageables, de plus en plus audibles, de plus en plus acceptables. Je pense qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux à se rendre compte que, on est relativement démunis face à ça. D'où tout ce que je parlais sur, ces mouvements de reprise de savoir, de low-tech et cetera. Et donc je pense que, on est à un moment qui est pas du tout le même qu'il y a 15 ou 20 ans, qu'on est à un moment où, ça devient, audible et ça devient, même, porteur d'alternatives, en fait. C'est-à-dire on est à un moment où l'horizon des possibles se rouvre avec, d'une certaine manière, des scénarios de fermeture de l'avenir, quoi. C'est un peu paradoxal, mais je pense par ailleurs que, c'est aussi l'apport d'un certain nombre, notamment d'anthropologues, j'en parlais déjà tout à l'heure, mais qui, ont fait la démonstration et continuent à faire la démonstration qu'il est possible de vivre autrement, qu'il a été possible de vivre autrement et qu'il sera possible de vivre autrement. Je pense notamment au travail, de David Graeber, par exemple, mais c'est pas le seul. En fait, tout ça vient, nous donner des instruments, des outils, des munitions, des arguments pour, défaire, cette construction mentale qui est, ce qu'on appelle le TINA, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Le TINA, c'est, There is no alternative. C'est, ce grand moment, de, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, disant: «Il n'y a pas d'alternative, au capitalisme, il n'y a pas d'autre, régime, de société qui ait fonctionné ou qui puisse fonctionner. Donc, voilà, il faut s'y adapter». Et là, tout d'un coup, en fait, on voit bien que d'abord, cette organisation de la production et de la société ne fonctionne pas, puisqu'il y a de plus en plus de précarité, de plus en plus d'inégalités sociales et que environnementalement, c'est insoutenable, c'est un désastre. Et donc il commence à y avoir un vrai appétit pour, d'autres possibilités de s'organiser justement. D'où la richesse des réflexions, dites post-capitalistes aujourd'hui, il y a toute une actualité éditoriale, de discussions intellectuelles, universitaires, et fictionnelles. Enfin, il y a de plus en plus de romans qui essayent de montrer à quoi, la société du futur pourrait ressembler, sans sombrer dans la dystopie et sans sombrer non plus, dans, des utopies, niaises et naïves, quoi. Donc je pense qu'on est vraiment qu'il y a là un espèce de moment, heu, dont on peut se saisir pour battre en brèche les accusations de, retour à la bougie, d'Amish et cetera, qui commencent à devenir un peu ridicules et pathétiques, de la vie générale et qui en plus sont, enfin voilà, dont ça commence à se voir en fait qu'elles se trompent de combat, quoi, et que le réalisme est de plus en plus peut-être du côté des personnes qui se préoccupent réellement de la finitude, des ressources et des questions de démocratie sociale. Moi, je trouve, intéressant aussi, moi, je suis au départ, je suis spécialiste de l'Extrême-Orient et cette pratique de dater les faits, en before present, c'est une pratique qu'on retrouve de plus en plus dans les pays, nord-américains pour, battre en brèche un calendrier qui serait, très, européano-centré. Puisque évidemment, avant Jésus-Christ, ça n'a aucun sens pour un Japonais. Et donc ce que j'entends aussi dans ce quand vous dites, voilà, dater les choses de, -1 avant aujourd'hui, c'est non seulement donc remettre un peu, voilà,
le passé au bon endroit et le futur au bon endroit. Donc à la fois ce rapport au temps et bah, voilà, dire que d proposer des modèles alternatifs, c'est pas forcément revenir en arrière, un arrière idéalisé. Et je vois aussi une remise en question de, la supériorité du modèle, occidental, et ça va avec un autre enjeu des musées aujourd'hui qui est l'enjeu de la décolonisation des discours aussi. Vous l'avez dit, on peut s'inspirer aussi, bah, en fait, heu, rendre désirables des modèles qui sont des modèles du passé, mais aussi des modèles qui sont des modèles de l'ailleurs, de Javadou Hills avant la, mmh, la modernisation. Et je trouve que voilà, ce before present, enfin nous, c'est comme ça qu'on dans les études, alors qu'on appelle les études extra-européennes, parce que c'est toujours un peu compliqué à nommer, mais c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus, et je trouve que ça a du sens à la fois dans le chronologiquement et géographiquement, en fait. Comment je vais dire après tout ça? Je voulais revenir à des petits éléments plus concrets. Donc, oui, moi, je suis Céline Chanas, je suis dans la Nouvelle-Bretagne, à Rennes. Et je voulais, alors en même temps, comment on pourrait réenchanter certaines pratiques qui ont été dévalorisées à un moment donné, ça me fait revenir à cette question de la ruralité. Et parce que je voulais revenir sur la piste que vous nous avez lancée et que je ne connaissais pas. Parce que j'ai un point commun avec vous, c'est que moi, je viens de la Drôme, mais je n'y suis plus. C'est l'atelier paysan. Au sein du réseau de la FEMS, en fait, on est tous concernés par les collections agricoles, parfois en très grand nombre dans nos musées. Alors je sais pas si sur un musée aujourd'hui, mais j'ai pas tout le monde qui vient dans la salle, mais mes collègues, j'ai aussi des compas, des récessistes, des collègues bien sûr des musées de la Jardinée. On y a dans la question des restes, effectivement, le sujet s'était posé par rapport aussi, à des sujets très concrets et pragmatiques qui sont liés au tri. Qu'est-ce qui est collection, dans un musée par rapport à des choses très concrètes, de notre code du patrimoine, tous les jours, mais aussi par rapport à des problématiques aussi de saturation de réserve, de perte aussi du sens, sur les collections qui sont non documentées. Et je cite parce qu'on a échangé, tout à l'heure par mail et il n'arrive qu'à 20h06 dans le train, donc il a raté, l'intervention. Mais au musée d'Aquitaine, Laurent Védrine, qui est le directeur du musée, a la chance de disposer, là, ça vient juste de commencer, d'un programme doctoral, avec l'université, Montaigne-Bordeaux, sur justement les enjeux de patrimonialisation, des collections agricoles, avec une formation, enfin, une thèse du coup qui est en recherche-action et qui implique justement différentes personnes, dont des agriculteurs, des viticulteurs, enfin, différentes personnes, autour de ces objets en fait donc peut-être que là c'est l'approche un peu intellectuelle, mais j'ai l'impression que l'approche concrète va également arriver. Je pense que c'est une piste vraiment intéressante. Après derrière, c'est vrai que ça fait pour nous des enjeux très concrets, c'est qu'investir, voilà, ce point-là, c'est le temps, hein, d'atelier, d'action. Pour nous, les musées, je pense que ça veut dire, bah, du coup, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'on ne fait plus, sur quoi on décélère. Est-ce que du coup, c'est des expositions temporaires auxquelles on renonce? Et du coup, on ferait, voilà, cette recherche et on pourrait, en prévoir une forme de restitution. Mais je trouve que cette piste est assez prometteuse et elle pourrait, pour le coup, s'appliquer, à d'autres champs, que le monde agricole, hein. Ça pourrait être, le textile, enfin, des objets techniques, hein. C'est ce qu'on avait vu l'année dernière, avec François Jarich qui vous avait précédé, il nous avait lancé un certain nombre de mots-clés, puisque avant la fashion, c'était le régré l'année dernière. Et ça rejoindrait peut-être, Xavier, ta méditation, sur cette question du lien entre le passé et l'avenir, voilà. Donc moi, je suis tout à fait preneuse des pistes que vous avez lancées. Oui, bah, c'est enfin, ça me paraît effectivement, très intéressant. Nous, on a enfin, au sein de l'atelier paysan, on a, toute une partie, de notre activité qui consiste à une sorte d'observatoire du machinisme agricole, où on travaille aussi avec des historiens de la technique, avec François Jarige, avec Christophe Bonneuil, avec Céline Plessis, et avec, des universitaires. Donc, on suit aussi, enfin voilà, des doctorants qui travaillent sur ces questions-là. Donc, il y a probablement quelque chose à imaginer effectivement, et avec plaisir pour en rediscuter.
Moi, je trouve que l'idée de la conservation aussi des savoir-faire agricoles et des récits, elle s'illustre, en Pays de la Loire avec un cas qui est un peu triste, mais la fermeture du musée de la vigne et du vin d'Anjou, à Saint-Lambert, du Lattay. Donc c'est, dans le Layon, le musée a fermé définitivement ses portes l'année dernière, a été transféré les collections ont été mises en caisse et en fait ça illustre vraiment, ce qu'on conserve et comment on en parle. Puisque c'est un musée qui avait été bâti par la filière vitivinicole, dans les années 70-80 avec un discours autour de la vigne qui était un discours très interventionniste avec, énormément, de machines à, asperger des produits, heu donc le discours qui était porté par le musée, qui était toujours un peu animé par la filière vitivinicole, c'était ce discours de traitement de la vigne, de traitement du vin, de production des coteaux du Layon, qui est en plus un vin, liquoreux, qui se vend pas beaucoup et les jeunes, vignerons qui se sont installés dans le coin, voilà, c'est des vignerons qui, font du vin de pays, du vin naturel, qui respectent absolument pas l'AOP, qui ont pas envie de faire du liquoreux, qui ont pas envie de traiter la vigne comme ça, qui se reconnaissaient absolument pas dans le récit porté par ce vieux musée, par ces artefacts qu'ils n'utilisent pas eux au quotidien en fait, évidemment ils vont pas traiter leur vigne tous les 2 jours et du coup en fait, ça a conduit à la fermeture du musée quoi je trouve que c'est un cas un peu triste mais qui montre bien comment, bah, la sélection des artefacts, la façon dont on les conserve et dont on les met en récit peut ou pas répondre aux attentes aussi d'une filière, agricole et là en l'occurrence, bah, c'était pas, ça leur a pas été quoi. Je suis contente aussi d'entendre que peut-être nos roués et nos barattes connaîtront un nouvel avenir. Je suis assez intéressée par ce que vous avez dit sur la prémonition, en effet, d'un avenir possible. Et pour mêler davantage la question plutôt de la littérature et de la fiction aux objets, est-ce qu'il vous semblerait utile que ces objets supports d'histoire puissent parfois aussi porter, d'une certaine façon, un discours un peu fictionnel pour pouvoir mieux transmettre, justement? Est-ce que vous pouvez, développer un peu ce que vous entendez par là? Oui, on a parfois, dans les musées, fait des projets plutôt artistiques, sur la manière de pouvoir, on va dire, relire certains objets ou certaines collections parce qu'on n'arrivait plus à pouvoir passer leur message de manière, scientifique ou intellectuelle et parfois on a besoin de ce petit supplément d'âme pour pouvoir aussi, les traduire différemment, ou laisser encore une fois le potentiel d'imaginaire. Est-ce que, ce sont des projets qui, vous, on va dire côté, auteur, d'une certaine façon, vous paraîtrait intéressant pour qu'on puisse éventuellement aussi, les relire différemment. Tout à fait. Alors je sais pas si ça répond exactement, mais par exemple, le musée Confluence à Lyon invite, des auteurs et des autrices à choisir un un objet ou une œuvre d'art au sein du musée et à s'en emparer pour raconter une histoire autour ou raconter l'histoire de l'objet ou de l'œuvre en question et moi, je trouve ça hyper, chouette, par exemple, comme démarche et hyper intéressant, à la fois d'un point de vue d'autrice, mais d'un point de vue aussi, d'usagère, quoi et de la même manière alors pardon, parce que du coup, je connais pas hyper bien les écomusées, les musées de société, mais quand même, j'ai l'impression que dans certains, de ces établissements, il y a des reconstitutions. Heu, Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup ça, par exemple. Les reconstitutions, d'intérieur, où les objets, sont pas juste, derrière une vitrine, mais sont, bah, à leur place, en fait, entre des mains ou, en train de faire ce qu'ils sont censés faire, et pas tout seuls, avec, autour, tout un environnement, moi je suis enfin voilà, personnellement, je suis très sensible à ces scènes, par exemple, qui, ben, souvent, moi, il me semble, sont plutôt des scènes d'intérieur, mais qui pourraient être tout à fait, des scènes d'extérieur et toutes ces reconstitutions parce que, moi, ça me fait justement exactement le même effet que quand je lis un roman, quoi. C'est-à-dire tout d'un coup d'être transporté ailleurs, quoi.
tout d'un coup, on est transporté à une autre époque, on a l'impression de vivre une autre vie que la sienne. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui parle de la littérature comme d'une manière d'abolir le scandale qui consiste à n'avoir qu'une seule vie. C'est une phrase de Vincent Message, je la trouve géniale. Parce que en tant que lectrice, c'est exactement ça. Et en tant qu'autrice, un petit peu aussi, c'est que en fait, une vie, c'est pas assez, quoi. Et c'est la raison pour laquelle moi, en tant que lectrice, j'adore lire de la littérature étrangère parce qu'en fait, tout d'un coup, ça me permet, de voyager, d'être propulsée dans des lieux que je ne connais pas, dans des cultures que je ne connais pas et d'y être propulsée en plus, en douceur parce que, par le biais de personnages qui, eux, y sont et donc ça permet d'expérimenter de manière très sécurisée, en fait, des expériences qu'on ne pourrait pas avoir dans la vie matérielle. Et j'ai l'impression que tout ce qui relève de la scénographie, de la reconstitution, il y a un petit peu de ça. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un musée à Dijon, qui est un musée privé, que c'est le musée Monin, je crois. Magnin Manin Magnin Ah oui, Bon, en tout cas, ce musée-là, c'est un musée national, c'est un musée national. D'accord. le musée Magnon. Ok. Et ben, c'était incroyable. Bon, d'abord, j'étais toute seule dans ce musée. Et bon, ça, c'est quand même toujours. Ouais, mais franchement, pour moi, c'était absolument magique. c'est super. Parce que. Oui, mais parce que de fait. Non, mais par ailleurs, j'y étais en semaine un matin. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que. Donc, c'est un ancien hôtel particulier. Et donc, on déambule à travers des pièces qui sont, enfin, qui étaient en tout cas des pièces de vie. Alors, des pièces de vie de la très haute bourgeoisie, mais des pièces de vie, quoi. Et donc, il y a, enfin, voilà, je sais pas, la taille, la hauteur des lits, le fait qu'il n'y ait pas d'eau courante et que ce soit, enfin, voilà, juste des petits détails de la vie quotidienne la manière dont les choses sont positionnées. Enfin, ça dit plein de choses et moi, je trouve que ça stimule énormément, l'imaginaire et que ça dit beaucoup des objets en place, beaucoup plus que quand ils sont pris de manière isolée et hors contexte. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une piste de réponse, mais en tout cas, voilà ce que ça m'évoque. Bonsoir, Pierre Saboureau, directeur de l'écomusée de Saint-Nazaire. La succession de ces questions m'invite à vous poser une question extrêmement simple. Et si elle est trop délicate, passez la question. Quel serait votre musée de société idéal? Quelque chose comme ça. Sur les paquebots? Mais on avait on avait prévu d'en parler d'ailleurs, parce que dans Chimère tropicale, il y a un petit passage sur les voyages transatlantiques à bord de paquebots. Et le passage est très court dans le roman, mais bizarrement, moi j'y ai passé des heures à faire des recherches et tout. Enfin voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup plu, ces recherches-là. Et donc, j'ai appris qu'il y avait des choses intéressantes du côté de Saint-Nazaire. Musée de société idéal, non, franchement, je sais pas trop. Je vois assez bien où il serait situé parce que dans mon village, il y a une ancienne bergerie désaffectée et que ça fait des années que je me dis, oh, mais là, il faudrait trop faire quelque chose dans cette ancienne bergerie. Mais non, plus sérieusement, un musée de société idéal, peut-être que ce serait, justement un musée où on pourrait apprendre à faire des choses, intelligentes avec ses mains, au contact d'autres personnes. Un truc que j'ai trouvé hyper intéressant ces derniers temps dans mes nombreuses pérégrinations, parce que je me déplace énormément un peu partout en France, c'est, je me déplace beaucoup dans les médiathèques et les médiathèques, se sont mises à faire des prêts d'objets et j'ai trouvé ça génial. Je trouve ça hyper intéressant que la médiathèque soit aussi un endroit où on puisse venir emprunter un instrument de musique qu'on a envie de tester avant d'acheter un piano ou un violon. Il y a des kits anniversaires qui sont prêtés parce que
Parce qu'en fait, une fois de plus, enfin moi, c'est un peu mon obsession du moment, mais on n'a pas besoin de toute cette matière, on n'a pas besoin de toutes et tous avoir chez soi une tronçonneuse, un moule à gaufres, qui servent, une fois tous les 2 ans, quoi. Et donc tout ce qui permet de mutualiser, c'est d'abord, c'est du lien social, c'est, un petit peu d'organisation collective et puis surtout, c'est des gains de matière, d'énergie et donc autant, d'impact en moins sur nos milieux de vie. Donc je ne sais pas dans quelle mesure un musée de société, pourrait, participer de cette mise en commun, mais en tout cas, un musée de société qui permettrait à la fois de réapprendre des savoirs, oubliés ou en voie de disparition et en même temps de faire de la mise en commun, de ressources et donc des économies, de matière et d'énergie, s'approcherait pas mal de l'idéal pour moi. Merci beaucoup. Un grand merci. Juste pour vous signaler que nous arrivons à la fin de la conférence, donc si jamais il reste une question, on peut bien évidemment la prendre. Voilà, avant de se dire. Il y a une question encore? J'avais une dernière réflexion, en tout cas avec ce que vous avez dit. Je travaille à l'écomusée des Monts d'Arrée et mon musée, en fait, il ressemble peut-être à votre musée idéal. Moi, il me ressemblait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la chance, par exemple, d'avoir fait un écomusée à une époque sur un territoire par des gens qui connaissaient le territoire mais ne le connaissaient pas. Et en fait, un certain nombre de personnes qui se sont installées dessus sont reconnues dedans. Ils se sont saisis de cet outil. Et je peux citer une personne qui s'appelle Jean-Claude Valbeau et qui fait partie des fondateurs de l'atelier paysan. Et un certain nombre d'agriculteurs se sont saisis de ça. On a développé des savoir-faire, la traction animale est pratiquée dessus. Et en fait, c'était juste pour signaler ça, c'est que nous, aujourd'hui, notre danger, finalement, c'est de ne plus pouvoir faire ça. D'être en musée créé, finalement, dans des espaces marges, un peu dans celui dans lequel vous vivez, et les ressources, en fait, cette énergie qui a existé et qui existe encore il y a des traces, c'est difficile de la maintenir en tant que écomusée, voilà, qui a eu tendance à s'institutionnaliser en tout cas. Voilà, et d'avoir un soutien, en fait, pour continuer ces actions-là. Voilà, c'est tout, et c'était plus une forme de D'invitation? danger qui peut nous guetter en tout cas. Bah, merci, de ce témoignage. D'abord, ça me fait plaisir d'entendre parler de Jean-Claude, parce que ça fait quelque temps que j'ai pas eu de nouvelles et qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a été, très, très important, dans la création et le développement de l'atelier paysan. Et ensuite, je pense que tout ce qu'on a un peu évoqué là ce soir, tout ce qui peut permettre de rendre peut-être davantage visibles les écomusées, que davantage de personnes, comprennent, ce qu'on peut y trouver, à quoi ça peut servir, de peut-être, justement, hem, je sais pas comment dire, du coup, j'ose à peine dire moderniser l'image des écomusées, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que tout ça va dans le sens du soutien, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y aura de personnes qui iront dans les écomusées et pas seulement pour regarder ce qu'il y a, mais pour, participer peut-être à des ateliers, participer, à des conférences, participer, je sais pas, il y a des enfin, j'imagine que vous êtes déjà posé toutes ces questions-là 1000 fois, mais en tout cas, voilà, j'espère, que, l'échange, de ce soir aura permis, de lever quelques pistes ou, de conforter, quelques certitudes. En tout cas, je vous remercie encore de cet échange qui a été très intéressant aussi pour moi et je reste, pour le dîner, donc on peut continuer à échanger, avec celles et ceux qui le souhaitent. Merci à vous. Merci.